dans la zone torride du Brésil, 1956. Passés les premiers fourrés que la main de l'homme a dégagés, de partout s'offrent des pistes tracées par les pieds des Indiens. La plupart s'arrêtent cependant à bout de souffle 100, 200 mètres plus loin, devant l'impénétrable taillis, ou vont trébucher sur un amas de troncs pourris en bordure desquels croissent quelques fleurs à l'aspect inquiétant de tranches de foie de veau avariées, nimbées d'un nuage de moucherons qui les délaissent sur le champ pour le visage du curieux penché au-dessus d'elles. Mais sont-ce des fleurs ? Une violente odeur de moisissure s'en dégage, à moins qu'elles ne proviennent du sol même et n'en imprègnent toute la végétation. Il faut revenir sur ses pas. Une autre piste s'offre qui débouche sur une clairière hérissée de termitières. Là, tous les arbres emportent comme des parasites monstrueux des excroissances hideuses, des goitres répugnants qui ne semblent cependant pas les affecter. Au contraire, plus libres, en dépit des énormes bubosités qui paraissent les ronger miette par miette, ils retrouvent plus aisément le soleil. Plusieurs pistes partent de cette clairière pour se glisser, cambrioleurs aux aguets dans la forêt où le soleil a fait place à un crépuscule hostile. Ni les arbres, ni le sol n'ont réussi à absorber complètement l'averse de la veille. Une goutte d'eau tombant de feuille en feuille brise le silence qui éclate comme une vitre sous l'impact d'un caillou et vous emplit la tête d'un bourdonnement qui semble se poursuivre jusqu'à l'infini. Puis le silence retombe comme un drap trempé, pas même troublé par le bruit de mes pas sur l'épais tapis de végétaux qui bientôt seront humus. Aucune vie. Aucune vie hormis celle des plantes. Est-ce la présence toute proche des hommes qui a chassé les bêtes de leur logis ? La forêt ici ressemble à un nid vide depuis si longtemps que les plantes ont tenté de combler par leur immobilité et l'agitation de l'oiseau absent. Et toujours cette pénombre suspecte où toutes les feuilles luisent d'un vert obscur, comme si l'absence de lumière ne permettait à la végétation que des tons propres à l'ombre et susceptibles de l'accentuer. Et toujours ce silence mou et gluant, limace hideuse qui ne sert à rien d'écraser du choc du pied, trébuchant sur un tronc, car il absorbe le bruit à la manière dont une éponge s'emplit d'eau. Pourtant, miracle, quel est ce parfum à peine perceptible, léger comme une chevelure d'adolescente, et d'où provient-il ? Je cherche des yeux et je ne vois rien. Ici, là, à 3 pas, des corolles comme de volubilis, d'un mauve pastelisé, si délicieusement fraîches qu'elles profèrent par leur seule présence un réquisitoire contre leur entourage hostile. En voici une demi-douzaine, tombées sur le sol spongieux et répandant une frêle lumière d'aube dans ce crépuscule d'angoisse. Elles sont tombées, mais d'où ? Je parcours la futaie du regard et finis par découvrir à plus de 4 mètres de hauteur la délicate guirlande d'une fine liane qui court entre les grands arbres porter son message de fraîcheur et de parfum. Si insolites ces fleurs. On dirait une petite fille jouant au cerceau devant un enterrement, un bébé vagissant dans un charnier. La piste déjà étroite se rétrécit encore. Ce n'est plus qu'un tunnel dans la forêt moisie où l'on avance parfois plié en deux, giflé à chaque pas par un bouquet de feuilles accroché par une branche morte qui se rompt avec un bruit sec de pistolet qu'on arme. Les arbres morts qui se diluent en poussière spongieuse se sont écroulés en travers de la piste. Il faut les franchir presque à 4 pattes en dépit de la répugnance qu'on éprouve à enfoncer les mains dans cette matière indéfinissable qui n'est plus du bois et pas encore de la terre, qui cache peut-être dans ses plaies béantes un insecte venimeux ou un reptile plus dangereux encore. On finit par observer des nuances dans la pénombre, luisantes à droite, mates à gauche, ailleurs denses comme un fruit suspect. Celle-ci le colle à la peau comme une sangsue. On dirait qu'on s'enlise dans une ombre visqueuse, où l'on réussit par miracle à conserver la tête au-dessus de la vase. Le tunnel cependant s'élargit. Il devient même possible de se redresser. On a le sentiment de reprendre pied sur une terre quelque peu ferme et sûre, et soudain, au détour de la piste,
L'œil est accroché par un grand pan de clarté qui luit dans l'ombre et fascine comme l'œil d'un fauve géant. Un ruissellement de cattléya dévale d'un arbre mort, soutenu par un vivant qui l'a courbé sous son poids. Combien de fleurs étincellent dans la pénombre? 100, 1000 peut-être? C'est une cascade de lumière qui descend vers le sol, où elle arrivera bientôt. Et toujours, pas une présence. L'immobilité totale des momies dans leur sarcophage. Où sont les haras criards qui tourbillonnent et se poursuivent à la tombée du jour au-dessus du poste? Où sont les petits singes, ces macacos prégos craintifs qu'un rien fait gémir et dont les Indiens semblent amplifier le cri aigu pour saluer le retour des chasseurs? Où sont les petits perroquets verts, guère plus gros qu'un merle qui jacassent du matin au soir, et les chevreuils que les Indiens réussissent parfois à abattre? Les bêtes ici n'émergent-elles de l'ombre qu'à l'aube ou au crépuscule pour pourvoir à leurs besoins? Mon œil non exercé n'aperçoit-il aucune vie là où l'Indien la découvre? J'ai peine à croire qu'aucun être vivant ne hante cette obscurité glauque où l'humidité suinte de partout. Pas un chant d'oiseau. On se prend à désirer quelque manifestation de vie animale, quand ce ne serait que glissement furtif d'un reptile qui s'enfuit, mais non, rien. Quelques pistes qu'on emprunte, on aboutit toujours au même spectacle d'immobilité, de pénombre et de moisissure tragique. Les grands arbres pleins d'oiseaux muets et de singes qu'évoquait Apollinaire ne sont pas d'ici. On sent que dans cette forêt, tout se délaie, se dissout, s'efface jusqu'aux pierres. D'ailleurs, on n'en aperçoit aucune. S'il y en a, elles doivent achever de fondre sous une épaisse couche d'humus en fermentation. Un homme qui serait frappé de léthargie soudaine en pareil lieu ne se réveillerait jamais. Il serait dissous avant de reprendre ses sens. Des heures, j'errais dans la forêt sans y soupçonner la moindre présence, bien que je la guettasse à chaque pas. Si haut qu'on puisse regarder vers le ciel dissimulé et l'invisible soleil, ce n'est qu'une mêlée végétale. Là, se livre sans répit une bataille sans issue. Toutes les espèces s'empoignent en un combat féroce dont l'enjeu immédiat est là-haut la lumière à laquelle il est interdit de toucher le sol pour que les plus faibles périssent. Combat silencieux, âpre, tenace de toutes les secondes, où l'on devine que la nuit même, elle doit si peu présenter de différence avec le jour, est mise à profit pour conquérir un avantage, gravir à 1 millimètre ou resserrer une étreinte. Et la terre qui se venge colle son humidité tenace au tronc qu'elle corrode progressivement, jusqu'à ce que l'arbre, peut-être vainqueur au sommet, s'écroule, miné à sa base, dans une déroute de lianes et de parasites végétaux de toutes sortes, pour recevoir le jour où il ne sera plus qu'un squelette rongé par l'humidité et la moisissure, sa couronne triomphale d'orchidées dont l'éclat insulte sa défaite et sa mort. Pas de pitié. Les hommes ici n'ont aucune pitié pour les arbres, et la forêt leur rend au centuple leur hostilité.